Bien, bonjour à tous. Effectivement, je vais faire une présentation qui est peut-être un peu différente des précédents intervenants. Moi, je ne suis pas professeur ou universitaire. Je vais plutôt parler de mon expérience et témoigner de notre vécu au quotidien. Alors, on va reprendre un petit peu des éléments qui ont été présentés dans l'étude précédente, puisque une partie des éléments ont été glanés auprès de la SAFER, qui, de par son travail de régulateur du foncier, donc intervient directement en tant qu'opérateur et oriente du foncier, mais est aussi informé de toutes les transactions qui ont lieu sur le marché agricole et donc sur le marché viticole. La question qui m'est posée ce matin, c'est le foncier a un poids de plus en plus lourd. Et on a tenu avec Didier à mettre un point d'interrogation parce qu'au début, il avait un petit peu l'intention de ne pas le mettre et de décréter que le poids était de plus en plus lourd du foncier. Et en fait, moi, instinctivement, mais je vais essayer de le développer dans cette présentation, j'ai plutôt essayé de lui dire c'est pas si sûr que ça, que ce soit un poids de plus en plus lourd et systématiquement. La situation du foncier en Bourgogne est effectivement très diverse selon les départements et selon les appellations. Et surtout, il faut rappeler que la Bourgogne est marquée par un marché viticole de parcelles. Nous ne sommes pas sur des ventes qui sont principalement des ventes de domaines et d'entités. Nous sommes surtout sur des ventes de parcelles. Et là, il faut rappeler que seulement une vingtaine de ventes dépassent 5 hectares chaque année en Bourgogne. Et 4 ventes sur 5 est constituée d'une vente inférieure à 1 hectare. Le marché des vignes, donc là, ce sont des éléments qui ont déjà été vus dans le précédent exposé, donc je ne vais pas le compléter beaucoup. Simplement, on note une arrivée de plus en plus de personnes morales, vous l'avez évoqué. La détention du foncier change un petit peu. Et aujourd'hui, on est confronté à des sociétés qui détiennent du foncier et donc qui peuvent être amenées aussi à le vendre parce que, avec l'évolution des prix, il y a des stratégies aussi familiales qui s'établissent ou des difficultés qui naissent de l'évolution des prix. On y reviendra. En termes de marché, j'ai voulu ici reprendre les éléments plus en termes d'hectares et de le ramener par rapport au département. Donc vous avez les transactions sur l'exemple de l'année 2018. Donc la partie du haut, c'est le marché viticole qui est réellement accessible à la SAFER, c'est-à-dire celui sur lequel la SAFER peut intervenir et où elle dispose d'un droit de préemption. Donc on a effectivement, en Bourgogne, là, 250 hectares sur lesquels la SAFER peut intervenir en 2018 pour un total de vente de 446 hectares. Alors, en sachant que là, j'ai pris uniquement les ventes des 3 départements principaux et j'en ai occulté celle de la Nièvre. Donc, relativiser le fait que la SAFER, elle n'a une vision de l'ensemble de ce marché, mais elle n'a la possibilité d'intervenir que sur une partie de ce marché. Parce qu'il y a toute une série de ventes qui n'ouvrent pas un droit de préemption à la SAFER. C'est les ventes aux fermiers, ce sont les ventes en famille, et vous voyez que ça constitue quand même un volume opérationnel conséquent qui se passe naturellement, qui se passe sans qu'on ait la possibilité d'influer. Alors, c'est en hectares, c'est en volume financier, puisque 40 millions sont accessibles à la SAFER environ, et on est sur des ventes qui sont globalement beaucoup plus
marqué avec 148 millions d'euros qui sont en 2018 transmis. Les chiffres de 2017 étaient plus importants, on avait 265 millions, mais ils étaient boostés par une seule vente de 130 millions. Donc c'est effectivement, voilà, la fluctuation du marché en volume dépend de très grosses opérations, et les très grosses opérations, elles sont systématiquement dans les grands crus en Côte d'Or. Vous avez évoqué, Madame Tanguy, tout à l'heure, les évolutions de prix de foncier. Donc, on est sur les... Voilà, les tendances et les chiffres sont les mêmes. Simplement, ce sont des moyennes pour certaines appellations. Je ne peux pas présenter dans le détail l'ensemble des vignes et des appellations bourguignonnes, mais on a des évolutions annuelles qui sont effectivement positives et qui sont durablement établies dans le temps, puisque voilà, les courbes montent tranquillement, mais elles montent. On a même des évolutions qui sont avec des pentes un peu plus marquées, c'est le cas des grands crus. Vous avez parlé de renommée qui expliquait ces prix. En fait, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est surtout le décalage entre l'offre de marché et la demande qui va booster les prix. Et effectivement, sur les grands crus, on a du foncier qui double de valeur, en gros, tous les 10 ans. Donc c'est devenu un rythme qui n'est pas sans conséquence sur la suite et sur la transmission, sur l'installation. Et on va essayer je vais essayer d'apporter quelques éléments et quelques remarques dans la suite de mes propos. Du côté de Lyon, les appellations, donc ça, ce sont les mêmes courbes. Vous voyez que les pourcentages annuels d'augmentation sont quand même plus raisonnables. Voilà. Et on arrive sur la Saône-et-Loire, où on a effectivement également, selon les appellations, et ce sont des moyennes, on peut avoir des parcelles avec de temps en temps un positionnement ou un terroir qui soit hors norme et qui va permettre d'aller au-delà de ces moyennes. Mais globalement, on est sur des prix qui sont sur des évolutions, voilà, de moins de 5% par an, largement. Une petite remarque, on a des appellations sur les différents départements, les mêmes appellations, et on a une valorisation foncière à l'hectare qui n'est pas la même. Donc ça démontre bien que il n'y a pas un lien évident entre l'appellation et le vin qu'on y fait ou le produit qu'on y fait. C'est plus le marché, la demande locale qui va booster ou non le prix. Alors, ce sont encore une fois des moyennes. On a aussi en Saône-et-Loire des Bourgognes rouges qui montent à 50 000 dans certains secteurs, mais ça va être dans un secteur où il n'y en a pas beaucoup. Là où on a principalement du Bourgogne rouge, on va avoir des prix qui sont beaucoup plus rapidement tassés parce que l'offre elle est plus fréquente. Alors, dans quel cas le foncier est-il un poids et est-il considéré comme lourd ? À mon sens, il y a plusieurs situations qui permettent de l'affirmer. Dans le cadre de l'installation, et notamment dans le cadre de l'installation des orcades familiaux, l'acquisition de foncier est un sujet qui est prégnant. Maintenant, c'est plus l'accès au foncier qui est peut-être lourd et compliqué que réellement la question du prix. Alors, sauf à aller parler d'installation dans les grands crus en Bourgogne, ce qui est quand même plutôt rare en dehors d'un cadre familial. Donc l'installation, c'est un élément, enfin un moment marquant où la question du foncier pèse. On a aujourd'hui un regain d'intérêt dans l'installation viticole, enfin, il me semble, et je pense qu'aujourd'hui, dans la salle, il y a des
représentant du BPROA ici à Davaillé, et on a des fils ou des filles de viticulteurs qui étaient partis faire autre chose et qui aujourd'hui reviennent sur l'exploitation et envisagent de reprendre l'exploitation familiale. Alors pourquoi ce changement? Ça peut être éventuellement le sens du devoir familial. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le seul élément qui compte. Je pense surtout que les revenus des différentes filières viticoles sont aujourd'hui corrects, voire très corrects, et que du coup, la reprise de l'exploitation, qui n'allait pas d'elle-même il y a quelques années, aujourd'hui est redevenue un élément important. Voilà, et les revenus sont là. Donc, la question de l'installation et du prix du foncier, c'est aussi quelque chose qui doit garder un lien, et je vais essayer d'y venir petit à petit dans les propos. Le moment de la succession, là aussi, c'est un moment où le foncier pèse, parce qu'en France, notre fiscalité repose sur les ventes, et du coup, la succession, elle est taxée, et du coup, il faut évaluer le patrimoine. Et la maîtrise du prix du foncier, elle a évidemment un impact dans l'évolution du coût de la transmission, y compris de la succession et de la transmission familiale. À tel point que, dans certaines situations, le foncier ayant pris une valeur telle que la transmission et les droits qui sont générés au moment de la transmission coûtent très cher et poussent à aller vers des ventes au moins d'une partie de l'exploitation ou une partie du patrimoine détenu par la famille. Donc c'est un sujet où là on peut considérer que le foncier est trop lourd dans ces situations-là. Le montant élevé des transactions peut être un élément déterminant pour dire voilà, le foncier est trop lourd. Quand on n'a plus que quelques acheteurs possibles sur une vente, voilà, la question est posée de l'accès à ce foncier, et parfois le partage d'une exploitation entre plusieurs repreneurs est compliqué, et elle est compliquée aussi, et notamment dans les entités qui se transmettent, parce qu'il y a aussi souvent du bâti et des éléments d'exploitation qui accompagnent la vente du foncier, et l'ensemble représente un coût très élevé. Ce qu'il faut, voilà, le poids du bâti, donc je l'ai rapidement abordé également. Aujourd'hui, le bâti viticole dans le foncier, ce n'est pas anodin. Souvent, la propriété viticole, elle a un certain cachet. On a des maisons bourgeoises, on a des cuvages qui ont été aménagés, qui ont été mis aux normes, qui ont un assainissement qui a été organisé, qui ont des niveaux de fonctionnalité ou des éléments techniques plus importants. Ils sont équipés en chaud, en froid, ils sont plus gros, ils sont plus grands, ils sont avec des accès qui ont été aussi aménagés dans le temps. Donc le bâti peut représenter un poids dans les transmissions. Ce qui est surtout important, c'est dans les transmissions, est-ce que le foncier il va être financé, notamment pour les acheteurs hors cadre familiaux ou les installations hors cadre familial. Et là, la banque, elle va raisonner selon deux critères. Soit on a la possibilité, avec le foncier acquis, de le rembourser, et il y a un retour sur l'investissement naturel qui s'organise, et on rejoint les questions de coûts de production, les questions de vente, de commercialisation et de revenus. Donc soit il y a un équilibre économique qui est trouvé, soit on est sur un foncier qui va rassurer le banquier parce qu'il continue à gagner du terrain, à prendre de la valeur, et la banque, donc, elle se rassure par la garantie que ce prix de foncier va lui apporter.
Je l'ai abordé rapidement, le prix de foncier atteint dans certains crus peut déclencher des ventes, soit parce qu'on a du mal à transférer le bien au sein de la famille, et pour payer les droits, il faut en vendre un bout, soit ça donne envie à certains propriétaires, à certains enfants. C'est la question aussi du GFA, mais c'est GFA ou propriété classique. La question se pose toujours, à un moment ou à un autre, en génération 2 ou en génération 3, est-ce que voilà, j'ai intérêt à garder mon foncier ou est-ce que je n'aurais pas intérêt à le vendre et à empocher le chèque? Et il y a des stratégies familiales qui peuvent, ou des difficultés familiales qui peuvent naître d'une évolution un peu violente et continue du prix du foncier. Une remarque de praticien, le matériel végétal, aujourd'hui, dans la construction des prix, il compte très peu dans les crus. Qu'on ait une belle vigne ou une vilaine vigne, l'important, c'est d'accéder à la vigne. C'est d'accéder à l'appellation, c'est d'accéder au terroir. Le matériel végétal, c'est peanuts dans la construction du prix. Quand on est à 30, 40 ou 50 000 euros de l'hectare, pour des vignes qui sont à plusieurs millions de l'hectare, le matériel végétal ne compte pas. Par contre, pour les vignes en appellation régionale, ou voilà, celles qu'on peut avoir notamment dans notre département principalement, le matériel végétal pèse et parfois le matériel coûte, si on devait le renouveler, presque plus cher que le prix du foncier sur le marché. On a parlé tout à l'heure de Bourgogne rouge à 30 000 euros de l'hectare. Aujourd'hui, vous plantez une terre en Bourgogne, ça va vous coûter au moins 30 000, c'est à peu près sûr. Donc l'offre et la demande, et le décalage entre l'offre et la demande constitue bien le prix. Donc j'ai dit que le marché de Bourgogne était composé principalement de parcelles. Là-dessus, la SAFER, elle intervient chaque fois qu'elle le peut. Elle exerce son droit de préemption chaque fois que c'est nécessaire pour essayer de mettre en avant des priorités, essayer d'aller dans le sens de l'installation. Mais surtout, elle répond à une politique professionnelle qui est d'essayer de maintenir les prix et de les réguler. Parce que le maintien des prix, c'est important pour éviter qu'il y ait de nouvelles références qui se créent pour les prochaines ventes, pour éviter que les prix augmentent par rapport aux achats également des fermiers, parce qu'un propriétaire, quand il va essayer de vendre son bien, il va regarder tout ce qui s'est passé aux alentours, et les fermiers peuvent être impactés par des ventes de vignes et des prix de vignes nouveaux atteints dans un secteur. Et puis, il y a des conséquences fiscales qu'on a déjà évoquées en matière de droit de succession. Le fisc, lui aussi, va regarder ce qui se passe dans l'environnement du secteur. Et si les vignes sont passées de 50 à 80 000 euros de l'hectare et que les successions restent basées sur 50 000, le fisc, à un moment ou à un autre, va lever le doigt et dire il y a une rectification de vos déclarations de succession à faire. Vous avez évoqué tout à l'heure la dissociation entre le foncier qui serait porté par des sociétés ou des bailleurs. Ça peut être une solution dans le cadre de la transmission de se dire on dissocie, on trouve des apporteurs de capitaux qui vont acheter le foncier, qui vont le louer aux jeunes pour leur permettre d'accéder à ce foncier. C'est possible, on a de la demande, on a des gens qui sont partants pour le faire soit à titre individuel, soit dans des groupements fonciers. Par contre, plus l'appellation va monter en gamme, plus on va avoir un prix de location qui va être aussi soumis à une pression locale. Et pour obtenir du Pouilly-Fuissé, on ne va pas se contenter de mettre 10 hecto-hectares, on va plutôt monter dans les maxis qui sont autorisés par les barèmes préfectoraux, voire même de temps en temps outrepasser le barème préfectoral, ce qui a d'autres conséquences et peut-être d'autres limites, mais en tout cas, pour avoir le bien et pour accéder à ce foncier, il peut y avoir cette stratégie qui se met en place.
Un élément qu'on n'a pas trop cité ce matin en matière de vignes, c'est le marché des terres à vignes. Aujourd'hui, les terres à vignes, elles sont globalement recherchées, les droits de plantation étant plus faciles à obtenir. Enfin, c'est plus un système de droit, mais voilà, les autorisations ou les nouvelles plantations étant plus faciles à obtenir. Les terres à vignes sont recherchées et dans l'analyse du marché foncier, ça crée quelques compétitions parfois entre des zones qui étaient des zones de culture ou des zones d'élevage, mais qui étaient aussi des zones AOC. Et on voit arriver des opérateurs viticoles s'intéresser à des parcelles qui jusqu'à maintenant étaient réservées au milieu agricole. Et pour donner des exemples, et ça c'est plus peut-être saône-et-loirien, on a des secteurs qui sont un peu en périphérie de la côte, qui étaient des secteurs d'élevage traditionnel où on avait des prix de foncier à 2005 ou 3000 euros de l'hectare et qui aujourd'hui sont recherchés par le côté zone d'appellation et où on va retrouver des prix qui tout de suite arrivent autour de 10 000. Et du coup, cette concurrence entre agriculteurs et viticulteurs n'est pas simple à manœuvrer sur le terrain. Mais là aussi, il y a une politique à mettre en place et une stratégie globale à définir. Et la SAFER est un outil d'application de ces politiques. La SAFER travaille avec les différentes familles viticoles. On a les caves coopératives, on a le négoce et on a les caves particulières. Chacune de ces familles a ses contraintes, ses stratégies et elle influe forcément sur le prix du foncier. On a vu le négoce par le passé vouloir sécuriser ses approvisionnements et s'intéresser à l'acquisition foncière. On a donc de temps en temps ce schéma-là qui se présente. Les caves coopératives souhaitent encadrer le foncier dans des contrats. À chaque fois, donc, vous êtes engagé dans un contrat d'apport et d'approvisionnement, mais elles sont aussi de plus en plus tentées d'acquérir du foncier, soit directement, soit par des sociétés qu'elles détiennent. Et là aussi, pour essayer de renouveler les générations et de se proposer ou de se comporter comme un bailleur potentiel dans le schéma de transmission. Et puis les caves particulières qui ont, c'est un constat, c'est pas un jugement, ont tendance à estimer que leur valorisation de foncier, de bouteilles, leur permet d'aller sur des prix de foncier légèrement plus haut et plutôt dans le haut de la fourchette à chaque fois d'un marché. Alors petit à petit, dans ces remarques et dans ce constat, on a dressé les uns et les autres des enjeux pour l'avenir. Et vous avez posé la question tout à l'heure d'une régulation ou d'une dérégulation des marchés. En tant que SAFER, je ne vais pas vous parler de dérégulation de marché, évidemment, mais plutôt voilà, dire que la relation entre le prix du foncier et l'accès à ce foncier, elle passe donc par une politique, effectivement, qui soit la plus cohérente possible. Et actuellement, dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles, on a des règles qui ont été mises en place et qui permettent aux viticulteurs d'aller chercher du foncier à 40 km de leur siège, avec des coefficients de multiplication des AOC par rapport qui permettent de comparer une exploitation viticole avec une exploitation agricole qui sont sous-évalués, à notre sens. Et du coup, ça peut créer des stratégies d'aller rechercher du foncier et ça peut être vécu, notamment chez nous en Saône-et-Loire, comme un terrain de jeu potentiel pour nos voisins côte-d'Oriens. Et notre foncier qui est moins cher, qui est un peu plus grand en surface,
peut être à un moment ou à un autre recherché et appréhendé par des opérateurs qui arrivent avec des moyens qui ne sont pas ceux des viticulteurs présents sur ce secteur. Donc ça peut être un facteur de hausse des prix. En tout cas, pour moi, c'est l'accès au foncier qui est le plus compliqué dans le sens foncier lourd. Et les appellations, les villages, les crus, les ODG ont tendance aussi à avoir une attitude de protection et de préservation de leur territoire. Et du coup, la mixité ou la diversité des opérateurs et le mélange des opérateurs ne se fait quand même pas beaucoup. Et je pense que dans le temps, c'est dommage. Et voilà, ça pourrait créer une émulation un peu différente. Mais bon, voilà. Pour l'instant, l'attitude protectionniste est bien là. La SAFER ne voit et n'agit que sur une partie. Enfin, elle voit la totalité des transactions, mais elle ne peut agir que sur une partie. Et tout l'aspect de cession sociétaire échappe pour l'instant à un droit de préemption efficace de la SAFER. Donc, entre le schéma des structures qui est constitué d'une raquette avec des trous très importants et notre droit de préemption qui est très limité, il y a encore aujourd'hui la possibilité d'aller gaiement dans des agrandissements d'exploitation et le danger d'accaparement des terres par des gros opérateurs, voire par des opérateurs étrangers, est bien là. Et ça, dans le temps, ça va être quand même un sujet de plus en plus prégnant. J'arrive au bout. Didier, ne t'énerve pas. Alors, pour faire le lien avec le thème 2, qui est quand même de prospection et puis d'avenir, et puis voilà, d'avenir de la filière, comment contenir dans le temps le poids du foncier? Pour nous, SAFER, il nous semble que la solution passe par un encadrement des prix et appuyé sur une politique vouée à installer. Si on veut que les jeunes puissent acheter du foncier, il faut qu'ils puissent le financer par l'activité que ce foncier va générer. Et donc, qu'il y ait un lien qui reste étroit entre le produit et le prix du support de cette activité agricole qu'est le foncier. Et dans notre constat SAFER national, les départements qui ont conservé cette politique-là, ce lien, cette volonté d'aller dans le sens de l'installation, elles ont plutôt un prix de foncier qui est resté raisonnable. Et si on laisse aller cette volonté de maintenir des prix qui soient en corrélation avec le produit, si on laisse aller tout ça, eh bien on se retrouve dans des situations où le foncier n'est plus abordable par les opérateurs locaux. Voilà, alors je vais maintenant laisser la place à un petit film, puisque j'ai beaucoup parlé, trop longuement parlé, qui est un exemple donc d'une installation qui a été faite par la SAFER, et c'est un film qui avait été conçu pour les trophées de l'agriculture l'an dernier. Donc voilà, on était partenaires, on avait mis en place ce petit documentaire et qui explique donc une installation un peu différente de ce qu'on peut voir. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est d'imaginer qu'il n'y a pas un seul schéma et que les installations peuvent prendre des formes diverses et variées, et qu'il est important dans nos territoires, dans notre Bourgogne, qui est aussi diversifiée et variée, de conserver des formes complètement différentes. Je me suis installé en 2009 suite à une rétrocession de vignes par la SAFER. Donc une rétrocession d'environ 1,80 hectare en appellation Pouilly-Fuissé. J'ai toujours voulu faire vigneron en fait depuis que je suis gamin, parce que les voisins de mes parents étaient vignerons. Donc c'est une installation complètement hors cadre familial. Mon père étant carrossier et ma mère travaillait dans l'administration.
Au départ, donc 1 hectare 81 ne me suffisait pas pour vivre. Donc j'ai complété cette... j'ai été double actif. J'étais salarié sur le lycée viticole de Davaillé en étant tractoriste. Et ça m'a permis par la suite de retrouver des vignes en fermage, car en fait, l'environnement, enfin, les personnes autour voyaient que j'étais vraiment assez assidu au travail. Et j'ai pu, de ce fait, récupérer quelques vignes en fermage par la suite. Aujourd'hui, j'arrive à 6 hectares sur 3 appellations, Mâcon Village, Saint-Véran et Pouilly-Fuissé. Environ 50% de la production est commercialisée en bouteille, donc ce qui est bien en 10 ans. Et dernièrement, la SAFER m'a permis de retrouver 30 arts de Saint-Véran, ce qui va vraiment compléter ma gamme. La SAFER, opérateur foncier dans le milieu rural et périurbain, parmi ses différentes missions, intervient surtout sur l'agriculture. Parmi les différentes missions de la SAFER, l'installation en Saône-et-Loire reste une priorité. Et nous avons, dans l'installation de David, choisi de l'installer, David étant un hors-cadre familial, dans un contexte concurrentiel où il y avait une vingtaine de candidats. Nous avons choisi délibérément cette forme d'installation. Nous l'avons aussi accompagné dans certaines locations, car les propriétaires aussi, ne connaissant pas le jeune, étaient un peu réticents. Donc notre rôle, c'est aussi d'apporter toutes les garanties à ce niveau-là, et puis de l'accompagner aussi dans le temps, puisque depuis la première installation, on a pu aussi à différentes époques conforté par quelques hectares supplémentaires. Et aujourd'hui, je crois que David est satisfait et fait le métier qu'il voulait faire et a pu s'épanouir au travers de ce métier et créer une famille. Donc à la SAFER, on n'a pas la prétention de tout réussir, mais on essaie toujours d'installer des jeunes, et notamment ces jeunes hors cadre familial.